exactement, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois chez vous, au TR. Et en live comme ça, Ouais. Eh bah, bienvenue. Pardon? et en live comme ça, première fois ou tu es rodé à l'exercice? Alors, je suis pas rodé à 100%, mais j'ai déjà fait un webinaire, par exemple, avec Pôle emploi, justement avec pour la découverte de la réalité virtuelle et tout. Donc, Ah. enfin, Il en je pense je quoi, Pôle commence. emploi, de la réalité virtuelle? Allez, on met les pieds dans le plat. Alors, alors, c'est très différent d'une personne à une autre. En fait, il y en a qui gardent l'image de la réalité virtuelle qui est de celui du cardboard. Donc là, d'après le retour d'expérience, elle est très mauvaise. Et il y en a Mhm. qui commencent quand même à s'intéresser et qui commencent à savoir que la réalité virtuelle, ça se résume pas à une photo en 360 ou une vidéo en 360 qui donne des nausées juste après 2 minutes d'utilisation. Eh oui, tout à fait. Et souvent, Oui, tout à fait, il y a ça aussi. l'objectif, c'est justement d'essayer d'enlever cette image de comme quoi la réalité virtuelle, c'est ce qu'on avait il y a quelques années, alors que maintenant, ça n'a rien à voir. Les contenus sont beaucoup plus confortables Ouais. mais aussi le matériel aussi qui est de plus en plus performant et très agréable à utiliser. Ouais, Pour tes comptes... Pour... Ah, vas-y. la question de est-ce qu'on arrivera un jour à se débarrasser de l'image des cardboards que ça a laissé dans l'esprit des gens, c'est dingue qu'on en entende encore parler. Et concrètement, Oui. 7 ans plus tard, hein. Ah oui. Là, oui, il y a eu le cardboard et puis même après même avec les fabrications un petit peu plus moyenne gamme, comme par exemple le Gear VR et tout, mais ça reste toujours ça Ouais. reste de la visualisation Bah, 360. de toute façon, tous les casques 3DoF, hein, du coup, donc 3 degrés de liberté, c'est-à-dire pas de room Exactement. scale, où vous savez, quand vous avancez, finalement, l'écran avance avec vous, etc. Et c'est ça qui rend, qui rend Exactement, beaucoup ouais. de gens malades. L'arrivée du Quest, forcément, a changé Exactement. beaucoup de Exactement. choses. C'est vraiment à l'arrivée du Quest, avec aussi après avec les capteurs et tout, avec les Hmm. HTC, Oculus et tout, et le Rift. Oui, tout à fait, de l'arrivée du room scale, ouais. Exactement, c'est ça, oui. Oui, avec même l'Oculus Go, on avait toujours cette contrainte qu'il n'y ait pas de sit-off ou. Alors, on nous dit, il y a peut-être un décalage son et image. Louis, est-ce que tu confirmes ou pas du tout? Enfin, c'est juste pour le prendre en compte. Écoute, Si... chez moi, je suis raccord sur quand je vous vois parler. Donc Ok. je réfléchis Bah, à d'où ça peut venir, mais non, mais pas de souci. Bah, Quentin, dis-nous hein, si vraiment ça existe toujours ou si c'était peut-être le temps que Twitch aussi se mette à jour. On en profite pour saluer Agaldian. Du coup, dans le chat, moi j'avais d'abord une question, et justement, avant qu'on commence. Et après, on te laisse un peu de temps pour te présenter déjà. Oui. Mais est-ce que vous pensez que c'est pas complètement fou quand même, dans un monde où la technologie, on le sait, hein, avance beaucoup plus vite, beaucoup trop vite, avance très vite. ça avance en tout cas. Moi, finalement, j'ai les mêmes personnes qui sont réticentes à la VR en disant ouais non, j'ai testé il y a 4 ans, machin, ça m'a rendu malade, ton truc c'est pas possible que ça ait changé, etc. C'est les mêmes personnes qui me disent non mais dans quel monde on vit, ça évolue trop vite, moi je suis largué. Oui, Euh, exactement. Non, Il mais n'y a pas un petit paradoxe quand même hein, dans le truc? non, mais il y a des personnes vraiment, dès qu'ils voient ça, ils ont même presque peur. Enfin, ça leur envoie l'image de Black Mirror où tout le monde a des casques Ouais. et des Oui, il y a robots ça aussi. partout et tout. Et c'est vraiment c'est une vérité parce que c'est ce que j'ai remarqué surtout sur le terrain. Il y a des profs, il y a des personnes qui vraiment, ils sont limite technophobes. Ils ont peur de la Ouais. technologie. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est même pas lié uniquement à la VR, c'est vraiment Oui, juste lié à carrément. la Oui. Dès techno tout qu'ils voient par court, exemple le etc. robot Nao, ça leur fait, un Ah. robot humanoïde ou quelque chose. Nao. Alors, pour resituer un petit peu le contexte hein, de Nao, du coup, c'est l'un des robots de Aldébaran. Alors, je sais pas si on C'est a. ça. Aldébaran d'ailleurs. Je sais pas si on a des photos à montrer, mais en tout cas, Nao, c'est le plus petit de la gamme. Ça fait à peu près cette hauteur-là, à peu près. Oui, Hein. c'est ça. Voilà. Il est Exactement. connu pour être un petit robot qui danse, tout mignon, etc. Et Aldébaran, du coup, qui était le fleuron
pour reprendre les termes des expert talk qu'on avait avant, fleuron du coup de la robotique française, maintenant vendu à SoftBank, à des Chinois, mais japonais, pardon. SoftBank, c'est japonais, on est d'accord, hein, que je me trompe pas. Oui, normalement. Le fonds d'investissement doit être un peu chinois dans l'esprit, mais SoftBank en lui-même, c'est japonais, hein, il me semble. Et on connaît la passion d'ailleurs des Japonais pour la robotique. Et surtout la robotique humanoïde. Et donc en fait, voilà. Donc vous avez Nao en modèle réduit, vous avez Pepper, du coup, que vous voyez dans les publicités, du coup, Renault notamment, hein, qui est à peu près à taille d'un petit. D'un grand enfant, en fait. Hein, ça doit faire 1m20 dans ces eaux-là. 1m20, 1m30, très humanoïde. Et puis il y avait Roméo. Et Roméo, lui, par contre, fait 1m80, humanoïde plein pot et bipède. Parce qu'en fait, Pepper n'est pas bipède et Nao était bipède. Je crois, à ma connaissance, il est toujours en mode prototypage. Enfin, il n'est pas encore déployé, non? Ouais, en fait, je pense que j'ai de gros doutes, moi, personnellement, quant à l'avenir de cette entreprise, ou du moins de ces robots. Hein, pour être tout à fait transparent, nous, on a été les premiers à travailler dessus, du coup, en France et à les distribuer. D'accord. Et on a dû stopper parce que des problèmes de distribution, des problèmes de garantie, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées du côté d'Aldébaran. Puis de SoftBank, ça a été encore pire le jour où SoftBank s'est mis dessus. Et des bisous à eux, ça aurait été un plaisir de continuer en plus, hein, mais pas possible, quoi. Enfin, là, typiquement, tu vois, on en parlait, Louis, justement, des boîtes qui ont fait le choix volontaire de dire, voilà, on se moque complètement des développeurs, etc., et on change notre hardware comme on en a envie, etc. Donc, ils sont passés à un système d'exploitation Python, à un système d'exploitation Android. Ça a flingué absolument tout ce qu'on pouvait faire dessus, tout en sachant qu'ils avaient arrêté la prod sur... Enfin, bon, bref. Sympa. C'est pour Noël, on te le pose sous le sapin, t'es content, quoi. Ah, le petit cadeau qui va bien, les robots plus chers, tes applications qui marchent plus, et en plus des anciennes versions que tu peux plus trouver nulle part, donc en plus t'as pas le choix, et quand tu t'es engagé face à des clients intermédiaires, des clients finaux, c'est extrêmement compliqué. Bref, on est dans l'exemple type d'une boîte qui avait un savoir-faire technologique formidable, mais qui ne sait pas du tout tenir en fait un discours cohérent face aux développeurs, aux gens qui vont créer une véritable plus-value en fait sur la plateforme, quoi. Et donc finalement il y a que Nao qui a réellement survécu parce que Nao du coup il fait de la danse lui. c'est un peu ça l'idée. Et la Coupe du Monde des robots. Et la Coupe du Monde de foot des robots d'ailleurs. Et la Coupe du Monde des robots. Mais voilà. Bon, c'était la petite anecdote Aldébaran. Du coup, Abdelhakim, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? On est déjà un petit peu creusé, mais... Oui. Alors moi, je suis infographiste de formation. Donc, au tout début, j'ai fait une formation à l'École supérieure des beaux-arts. Et puis, je me suis intéressé au design graphique et plus précisément à la 3D. Et donc, j'ai commencé à travailler beaucoup sur de la 3D standard statique, 3D animation, 3D visualisation. Et puis, je m'intéressais beaucoup plus à la 3D temps réel. Que ce soit pour le jeu vidéo, d'où justement j'ai fait un bachelor en game design, en video game art. Okay. Et puis j'ai fait une licence professionnelle qui est un petit peu particulière, qui est sur les métiers du numérique et de la visualisation du patrimoine et la revalorisation avec des outils numériques. Donc que ce soit avec de la réalité virtuelle ou de la 3D, la reconstitution, où justement j'ai travaillé sur le château de Versailles, un projet qui s'appelle Verspera, où notre mission était de reconstituer le château de Versailles sous l'Ancien Régime. D'accord. Et justement, en fait, c'est où j'ai vu justement la valorisation et l'intérêt justement des technologies immersives pour justement la valorisation du patrimoine. Et là, je suis chez Éducation Digitale, où justement, je peux commencer directement à présenter peut-être Éducation Digitale aussi, donc en transition. C'est Dima. Non, vas-y, impeccable. C'est juste, je venais en fait sur le partage d'écran pour mieux voir.
Très bien. Alors, Éducation Digitale, c'est une start-up. C'est une start-up qui a été créée en 2019. Donc, elle a Mhm. pour but de vulgariser les nouvelles technologies et de les rendre accessibles pour tous. Et parmi ces technologies, justement, c'est particulièrement des technologies qui sont liées un petit peu à l'éducation. Et parmi ces technologies, donc, on trouve la modélisation 3D, l'impression 3D et aussi les technologies immersives, donc réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte. Ok. Voilà. Et nous sommes une équipe de profs, donc on est constitué enfin, c'est une équipe où on a des professeurs et Mhm. on a aussi des créateurs de contenu qui sont spécialisés dans les différentes technologies. Donc à savoir une designer 3D pour la modélisation et pour l'impression 3D, et aussi des créateurs de contenu en réalité virtuelle et réalité augmentée. Et aussi, donc, tous nos concepts sont validés et étudiés par les professeurs en interne. D'accord, ok. Voilà un petit peu enfin, un résumé de ce qu'est éducation digitale. Alors, on a plusieurs secteurs où justement on intervient. Donc, on Mhm. a le secteur de l'éducation principalement, et aussi le secteur culturel, donc les musées et les Ouais. centres culturels et voilà. Et aussi justement, et c'est là que je continue justement mon projet de reconstitution du château de Versailles. Donc justement, en le mettant un peu plus interactif et un peu plus D'accord. immersif avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée aussi. Ah, super cool. Ouais, il y a plein de projets du coup dans les musées, y compris avec les lunettes. Alors, je crois que c'est Epson hein, qui avait gagné, je crois, les marchés, effectivement, où du coup vous aviez un petit peu à la Google Glass dans votre champ de vision, en bas, une reconstitution, en fait, on va dire, enfin, une reconstitution de l'époque que vous pouvez superposer, vu que c'est des lunettes de réalité augmentée, à ce que vous voyez du coup. Et quand c'est bien Oui, calibré, quand vous êtes à peu près en géolocalisation, on va dire à quelques mètres près, ça fonctionne plutôt bien, oui, clairement. oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Et exactement, c'est pareil pour ce qu'on fait, c'est exactement ça. On parle de visite augmentée et enrichie, donc c'est justement c'est l'ajout de surcouches numériques qui a pour but justement d'enrichir la visite et de la rendre accessible pour tous. Top. Euh, Eh ben, c'est donc un chouette projet en tout cas. oui, oui, ça va. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué par rapport à la crise. Donc là, c'est plus les musées, ils s'intéressent beaucoup plus à des visites qui sont déportées, qui ne sont pas directement sur le lieu, ou justement. Et là aussi, il y a un travail de scan et de Hmm. reconstitution des musées et des ressources, justement pour qu'elles soient accessibles soit en visualisation directement sur un PC, ou soit créer une visite virtuelle autour de certains objets en réalité virtuelle ou réalité augmentée. D'accord. Euh, Alors, Abdelhakim, je te coupe juste 2 petites secondes. Apparemment, on nous dit que dans le chat, si tu bouges de trop, par exemple, ça fait fluctuer un petit peu le son. Euh, alors, je sais pas dans quelle proportion, mais voilà, on nous l'a remonté dans le chat. ok, ça N'hésitez pas marche. Ok, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Ah bah là par exemple, impeccable. ok, très bien. Voilà, mais parce que du coup, si ça fluctue de trop, peut-être ils entendent moins bien. Mais moi, j'avais juste avant qu'on revienne, t'as soulevé quelque chose qui me semble extrêmement intéressant au niveau de l'éducation nationale. Tu me dis, là, c'est la crise, du coup, la pandémie hein, mondiale telle qu'on la connaît, et du coup, c'est pas trop le moment de se renouveler. C'est vraiment ce qu'ils pensent? C'est vraiment... Non, pas du tout, justement. En fait, D'accord. ça a soulevé pas mal de questions Mhm. sur la transition numérique, où on en est justement par rapport à ça. Et Complètement. justement, ça a été un petit coup de boost. Donc, c'est venu par hasard. Et de toute façon, même avant la pandémie, c'était toujours en transition numérique, enfin, les établissements, les centres de formation et tout. Et là, c'est vraiment, ça a donné un impact, ça a donné un coup de pouce par rapport à ça, enfin, par rapport à la pandémie, justement, et l'accessibilité des ressources. Ouais. Euh, voilà, Ouais. donc au contraire, ça n'a pas vraiment été un frein, mais au contraire. Ouais, ouais, Et une façon de se remettre en question et de se dire bon bah voilà,
l'école telle qu'on la connaît aussi, il y a peut-être un petit coup de pied dans la fourmilière à mettre aussi pour la changer un petit peu, quoi. Tout à fait, exactement, oui. Et du coup, selon Mais toi, quels sont les premiers axes là qui vont aller explorer justement s'ils sont en train de se dire ok, la pandémie nous oblige à repenser la manière dont on travaillait, dont on transmettait aux élèves. Quels sont les premiers axes là qu'on mettre en place ou en œuvre rapidement? les premiers axes, en fait, c'est pas forcément là, malheureusement, c'est pas, on n'en est pas justement à faire enfin, de la réalité virtuelle. Où, là, ils sont dans le stade où déjà mettre en place enfin, les applications comme Teams ou Zoom et tout. Ah, Et donc, oui. Euh, je euh, vais me permettre un troll après, hein, mais Ça m'aurait étonné de toi, tiens. euh, non, et, non, mais... et puis justement petit à petit justement l'apprentissage comment dire enfin hybride, que ce soit enfin comment le développer justement, que ce soit avec des applications comme Teams directement, ou il y a certaines, enfin, peut-être établissements qui partent un petit peu plus loin Ouais. dans l'enseignement hybride, où ils proposent justement des applications ou des sujets immersifs, enfin, des applications Mm. immersives. Ouais. Il y a eu 2-3 rapports et on pourra vous passer les sources, hein, comme quoi donc il y a des très très grosses boîtes. Là, on parle de l'industrie, enfin alors certaines boîtes de l'industrie en tout cas qui pouvaient se permettre du télétravail ou de très très grosses boîtes, genre même assurance, banque, etc. C'était 3 semaines à peu près pour passer en mode full télétravail et sur ce qu'on pourrait appeler une activité cruciale et essentielle. Non pas que l'éducation ne le soit pas, au contraire, hein, c'est justement pour moi à placer dans le même tableau. Il aura fallu 3 semaines. Là, ce que tu dis du coup, et c'est pas une attaque perso, hein, c'est vraiment un véritable raisonnement autour de ça. C'est que là, on arrive à plus d'1 an de Covid. Ils sont encore dans ces réflexions-là, et encore dans qu'est-ce qu'il faudrait en fait du coup pour que ça, parce qu'en fait, en vrai, si je devais résumer le fond de ma pensée, c'est qu'on a affaire à quelque chose qui les a bloqués littéralement pendant X mois, au point de ne pas pouvoir faire cours, etc. Et du coup, 1 an après, on n'a toujours pas de réelle solution mise en place. On l'entend aussi à la télé, hein, que du coup, c'est encore à notre époque, enfin 1 an plus tard, du coup, catastrophique de, euh, de faire un confinement parce que du coup, les gamins ne peuvent pas, les Oui. enfants, les adolescents, les étudiants, peu importe le grade, ne peuvent pas avoir cours. Est-ce que c'est un manquement quelque part? Enfin, est-ce que c'est pas un manquement justement? Est-ce que quand on sait que c'est quelque chose qui a été tout aussi placé, enfin en fait, enfin voilà, beaucoup d'entreprises étaient tout autant réfractaires en fait au télétravail à la base. C'est juste que bah, par la force des choses, ils n'ont pas le choix. Il fallait maintenir un système bancaire, il fallait maintenir enfin, un conseiller bancaire, etc. Et est-ce que voilà, est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de moyens financiers, j'entends, de moyens effectivement d'acculturation par rapport à la techno? Ou est-ce qu'il y a juste un blocage qu'il faut faire sauter à coup de pied de biche? Je... Oui, oui, enfin, il y a beaucoup de facteurs, oui. Enfin, il y a le facteur sûrement financier, mais aussi, enfin, il y a le facteur où avant, peut-être qu'ils n'avaient pas trop le temps de se mettre sur ça, où Mhm. ils étaient dans une certaine zone de confort sur ce qu'ils faisaient habituellement. Et c'est vrai que là, enfin, ça a donné un gros boost, et puis c'est pas évident aussi de basculer d'une méthode de travail directement à une autre aussi Ouais, radicalement. ok. Bah, Ouais, je comprends. on a déjà parlé ici, hein, mais moi je pense que après, sur les questions d'investissement, sur les structures étatiques, il faut qu'ils acceptent de payer de l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est facile dans ces Exactement. structures-là d'acheter du matériel. Par contre, acheter de la formation à grande échelle, de l'accompagnement, de la gestion de projet, c'est plus difficile. Et je pense que c'est un des freins, à mon Exactement. avis. Oui, Ouais, oui, mais
Et si on prenait le biais, par exemple, typiquement de leur expliquer que... Parce que je pense que pour un prof qui n'a pas, entre guillemets, mis en place le télétravail, etc., il a dû passer un an terrible. À savoir justement quand est-ce que je peux faire cours, quand est-ce que je peux pas, quand est-ce que... Enfin, voilà, ça a dû être catastrophique. Euh, Est-ce qu'on peut pas du coup prendre le biais de leur dire que par le biais de la technologie, justement, bah, ça va quand même vachement leur simplifier la vie Ouais. enfin, ce genre de choses? On a plein de retours comme ça. Enfin, je veux dire, il y a plein de profs qui ont mis des systèmes un petit peu des éléments de gamification dans leurs cours, des éléments de RPG notamment pour les classes les plus petites, etc. Les retours sont formidables. Oui, oui. Euh, et pourtant, on voit bien que ça peine, quoi. C'est... Oui, après, oui, tous les profs ils sont différents. Il y en a justement qui prennent l'initiative de Mhm. créer, voilà, de créer des serious games ou de créer des cours justement et de les rendre accessibles et de les rendre ludiques. Mais il y a aussi malheureusement des profs enfin, qui ont soit peur de la technologie ou soit ils pensent que des fois, enfin, il y a des profs qui pensent que euh, faire rentrer la technologie dans l'éducation, en fait, ça va les détacher, ça va détacher les élèves de l'enseignement académique standard. Mhm. Et justement, en fait, c'est par rapport à justement la majorité, enfin, durant nos démos, dès qu'on leur montre, par exemple, soit que ce soit des tablettes ou que ce soit parce qu'on accompagne justement des profs et on forme les profs justement à la transition numérique. Et Ouais. dès qu'on montre des tablettes, alors là, enfin, si on montre un casque de réalité virtuelle, ils nous disent j'espère que ça va pas supprimer les cahiers, j'espère que ça va pas supprimer les livres et Mhm. tout, alors que, Ouais. alors Ouais, il y a que, vraiment une j'arrête pas de réticence. dire que la technologie c'est un outil comme l'a été, enfin, à un certain moment, le passage d'un tableau enfin, à de la projection, Mhm. c'est ça. Enfin, il doit y avoir une transition et un passage. Ouais, complètement. Merci beaucoup, Pandore, pour le follow. Et effectivement, il y a Thierry, effectivement, dans le chat qui nous dit, effectivement, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Donc ça, j'entends complètement. Et effectivement, c'est compliqué de changer de solution du jour au lendemain. Et il faut former, hein, bien évidemment. Mais tout ça passe forcément, hein, de toute façon. Et c'est pour ça que je salue le combat que vous vous êtes donné, hein. Ça passe forcément par de l'enseignement, effectivement. Et en même temps, j'ai même envie de dire, énormément de pédagogie, c'est même pas tellement sur la technique. Plus, mais c'est aussi de faire comprendre que À bah, quoi c'est pas ça parce que sert? les gamins vont avoir... Ouais, à quoi ça sert? Et c'est pas parce que les gamins vont avoir une tablette, en fait, Parce qu'à l'heure actuelle... Alors, du coup, je vais passer pour un gros newbie dans l'histoire, mais moi, ça fait très longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école. Je suis un vieux monsieur. Et je n'ai pas encore d'enfant, et donc je ne sais pas s'ils ont encore les cartables de 10 kilos avec les 40 milliards de bouquins, vous savez qu'on avait tous à l'époque. Oui, oui, oui. On a tous l'image de ce petit sixième qui est limite moins haut que son cartable et encore moins large. Euh, Est-ce que c'est toujours comme ça? Oui, oui, c'est toujours, oui. Enfin, euh, ça n'a pas tant changé. Enfin, c'est D'accord. toujours comme ça, ouais. Parce que là, on pourrait raisonnablement se dire que de toute façon, un bouquin égale une application et que c'est-à-dire que là, on change pas Ah, ils ont les 10 kilos, ils auront en plus la tablette. D'accord, ok, bah, je comprends bien. Voilà, ok. On fait les choses dans le bon ordre, c'est cool. Non, non, mais là j'émets pas un jugement, j'y vais un petit peu en trollant, effectivement, parce que bah, on sent bien quand même qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il y a deux vitesses qui se créent. Il y a ceux qui veulent avancer, effectivement, être force de proposition et y aller à fond, et il y a ceux qui doivent ralentir à mort, et ce qui fait qu'on en arrive à des aberrations comme ça, c'est-à-dire qu'on a les 10 kilos et on a en plus la tablette éventuellement en sus, quoi. Donc, c'est quand même un peu dommage. Est-ce que, surtout le papier, l'écologie, etc. On connaît tous Oui, les catastrophes en fait que ça crée en début et fin d'année dans les lycées, dans les collèges, quand il faut aller chercher les bouquins, puis en fin d'année quand il faut les rendre, etc. Enfin, c'est tout ça qu'on améliorerait en fait d'un claquement de doigts, j'ai envie de dire. Alors, peut-être que ma vision est trop optimiste hein, pour le coup, hein, mais oui, oui, oui. Après, comme je t'ai dit, enfin, les profs sont différents et il y a des profs qui commencent un petit peu à se mettre sur ça et tout, mais surtout il y a des profs qui se disent
Euh, Moi, là, tant que ça marche bien enfin, avec ma méthode, pourquoi pas. Et puis, si j'utiliserais par exemple le casque de réalité virtuelle dans ma matière, qui est une matière par exemple de langue, enfin, en quoi je vais l'utiliser, Mm. alors que justement, enfin, plusieurs fois dans nos démos, justement, spécialement en réalité virtuelle, la majorité des profs, dès qu'ils regardent, à part les profs de technologie, les profs de sciences, ça parle un petit peu plus et tout, par rapport à l'application, enfin, aux applicatifs de la réalité virtuelle. Mais la majorité, ils disent que, enfin, ça sert à quoi. Et puis, dans mon cours, je vois pas comment. Donc, en fait, il y a tout un travail aussi de les accompagner et de co-construire avec eux et d'adapter le programme justement en fonction de cet outil, enfin, en utilisant l'outil justement. Et ils se rendent compte après une séance de démo d'une demi-heure par exemple, ils se rendent compte que enfin, c'est pas du tout la même vision qu'ils ont avant et après. Donc, Mm. Ok. je pense que il y a déjà l'acquisition du matériel et ensuite justement la formation à ce matériel et la formation à l'utilisation et à la création surtout de contenu avec le matériel. Ouais. Ok. Ok, ok. Non, non, mais je comprends. Et on a Fab, du coup, dans le chat qui dit l'écrit reste hyper important. Effectivement, l'examen est papier stylo. Et en fait, je comprends complètement hein, cette volonté de ne pas vouloir l'enlever. Au contraire, Euh, pour la petite anecdote, moi je suis développeur, du coup. Je peux quasiment dire qu'on écrit quasiment plus Ah oui, à la main, alors que moi, mes cours de fac, c'était exclusivement à la mano. Et que c'est quelque chose qui peut être préjudiciable. Effectivement, il faut quand même continuer d'écrire, etc. Et l'alternative d'écrire sur les tablettes, c'est pas non plus quelque chose qui me semble vraiment pertinent, hein. Non, non, c'est vraiment mettre la technologie en fait où vraiment elle a du sens, quoi. Je pense que c'est ça le combat, Bah, vraiment le c'est combat le plus important. Ouais. c'est ça, pour moi, et- c'est le prérequis là-dessus, hein, c'est de dire d'abord on définit l'usage, l'objectif, puis après on investit le matériel. On a un bel exemple comme ça de déploiement technologique un peu raté. Enfin, dans le chat, me reprendra si je dis une bêtise, hein, mais c'est les tableaux blancs interactifs. Ils ont été déployés du jour au lendemain. C'est des super outils et en même temps, personne n'a été accompagné, formé, et on n'est pas arrivé à faire en sorte que ce soit utilisé correctement. Hmm. oui, oui, Ouais. oui. Bon. Hmm. Oh, oh. Non, mais c'est sûr. Après, est-ce qu'il n'y a pas une logique un petit peu hein, et des problématiques institutionnelles aussi derrière? Si on prend l'exemple typiquement du privé, du public, est-ce qu'il y a des différences par rapport à justement cette volonté d'aller vers la technologie? Est-ce qu'il y a une véritable différence Oui, 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 bien sûr. d'expérience pour vous? Il y a beaucoup plus de facilité, enfin, que ce soit même businessment parlant, Hmm. enfin, c'est plus simple d'accompagner une Ouais. école privée que d'accompagner une école publique qui passe par des protocoles enfin, Ouais. énormes pour l'acquisition, par exemple, d'un matériel ou d'un contenu, même d'un contenu. Hmm. Et peut-être plus une volonté aussi dans l'entreprise publique de pouvoir dire on a investi dans tel et tel élément, on veut le rentabiliser, entre guillemets. Enfin, Oui, là, oui, si je reprends l'exemple des tableaux justement interactifs, direct. enfin, si on regarde ça d'un point de vue entreprise, c'est un petit peu inconcevable à nos jours d'avoir investi dans quelque chose pour finalement ne pas l'utiliser ou très mal ou ne pas former les gens ou etc. Et c'est vrai que c'est des dérives qu'on voit beaucoup dans le monde du public Oui, oui, bien sûr. pour des raisons que j'imagine me dépassent en plus complètement et qui sont complètement multifactorielles, hein. J'ai pas la prétention de les connaître, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un mal un petit peu de tous ces organismes publics-là, au final, qu'on n'a pas trop dans le monde privé, en théorie. Sauf dans les boîtes qui vraiment ont trop d'argent, mais c'est rare en ce moment. Donc, c'est- Oui, exactement. mais ok, ok, ok. Et donc, du coup,
Vous avez fait des applications au travers comme ça, donc pour montrer le système solaire, etc. Moi, Et typiquement à l'époque, on allait au solarium, mais on y allait une fois dans l'année. Là, si vous faites plusieurs cours sur le système solaire, le gros avantage de la VR, vous enfilez le casque et vous y êtes, quoi. exactement, exactement. Nous, on a développé 2 applications, enfin, qui vont être publiées très bientôt dans les différents stores. Donc, une application en réalité augmentée, une application sur le système solaire et une application sur la préservation de l'océan. Mhm. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que alors en fait, avant de concevoir l'application en réalité augmentée, on a conçu d'abord un tapis d'activité. Donc, c'est un tapis où justement on peut faire des activités, que ce soit branchées ou débranchées. Donc, avec un robot. Je ne sais pas si vous voyez les tapis pour faire marcher un petit robot. Donc, c'est très utilisé dans la maternelle, par D'accord. exemple. Et tout. Donc là, en fait, il y a la notion, par exemple, juste un petit résumé par rapport à l'application, justement, enfin, Mhm. l'applicatif de ce tapis. Donc, par exemple, en fait, il a plusieurs carreaux et donc, on a un robot aussi qui dispose de 4 touches avancer, avancer, reculer, enfin, tourner à droite, D'accord. tourner à gauche. Et puis, en fait, l'enfant, il doit programmer le robot de sorte que, par exemple, à ce qu'il parte sur une case bien définie soit par le prof, par exemple la case de Terre, enfin, où il y a la planète Terre, elle se situe enfin, dans la colonne 4 et la ligne 4, par exemple. Donc D'accord. là, enfin, l'enfant, il doit programmer. Et donc là, en fait, c'est déjà utilisé dans les programmes. Et nous, Trop cool. on a conçu un tapis autour du système solaire, autour de plusieurs environnements, donc parmi eux le système solaire, et où on a justement la possibilité de travailler avec le robot, donc que ce soit que ce soit avec un robot ou pas d'ailleurs, et justement on l'a augmenté ensuite en créant une application en réalité augmentée. Donc là, dès qu'on met par exemple le téléphone ou la tablette, et il y a les planètes qui apparaissent en 3 dimensions. Donc là, D'accord. pour l'élève, déjà, enfin, il y a l'effet waouh, enfin, par la majorité des élèves qui voient des planètes en 3D avec Complètement. une caméra, enfin, en réalité augmentée. Et puis, justement, là, l'élève, il va participer, enfin, il va être actif dans son apprentissage. Par exemple, il va appuyer sur la planète Terre ou sur une autre planète, et puis il y aura des informations qui vont s'afficher, et il y aura des questions juste après par rapport à ce qu'il a appris, aux connaissances qu'il a acquis via cette application. Et pareil pour l'application Océan, donc c'est un tapis aussi. Et puis on a mis de la 3D et donc de la réalité augmentée. Et puis, Mhm. par exemple, on a caché certains objets euh, qui, euh, enfin, qui polluent l'environnement justement océanographique. Et puis, justement, l'élève, on lui demande de chercher. Donc déjà, c'est ludique. Et puis, Ouais. il apprend. Donc après, une fois qu'il a trouvé, par exemple, un sac plastique, dès qu'il appuie dès qu'il appuie, par exemple, sur un sac en plastique, il y a des informations comme quoi enfin, ça prend plusieurs siècles pour qu'il se dégrade. Et puis même quand il se dégrade, on le retrouve, c'est les poissons qui le mangent et tout. D'accord. Ouais. Et, Oui, et on va commencer à parler de micro-particules de plastique, etc. Enfin, après, j'imagine c'est selon les grades. Enfin, peut-être que les maternelles non, non, bah oui, oui, conçoivent après, moins ça, effectivement, mais la réalité augmentée, c'est plus pour primaire et collège, justement. Euh, et voilà. Donc là, c'est plus, donc, 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 donc la Terre n'est pas plate, mais l'univers est plat. Hein. C'est ça l'idée. Non, pardon? non, je déconne. Non, 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 c'était un troll. C'était un troll. Ah, on sent la fin de semaine qui arrive quand même. Hein. Ah ouais, alors déjà, il y a la fin de semaine, mais en plus, il y a, voilà, poussé par Agaldian qui nous dit: Ah, mais c'est donc ça, les traces de doigts sur la Lune, etc. Ah, bravo. Bravo. Ah, très bien, Je te laisse répondre. Pardon, excuse-moi. il n'y a pas de souci. Et là, c'est la continuité justement
de ma licence professionnelle où on reconstitue le château de Versailles d'après. Donc j'ai eu la chance de visiter et d'avoir accès aux archives et aux plans du XVIIe siècle et du XVIe siècle. Et ensuite, à partir de là, avec des chercheurs, bien sûr, en collaboration avec le château de Versailles, le CNRS et l'université de Cergy. Donc là, en fait, avec l'éducation digitale, je continue la recherche et on continue la reconstitution. Donc, euh, à la base, le projet Verspera, qui est le projet de reconstitution du château de Versailles, c'était de la visualisation 3D uniquement. Et on est un petit peu parti plus loin où on a fait un rendu en 360 degrés. Donc, c'est un rendu statique qu'on a fait en 360 degrés. Et puis, grâce D'accord. à des lunettes, avec des lunettes enfin, type cardboard, on peut visualiser autour. Mais là, justement, en fait, j'ai utilisé les ressources pour créer des applications, enfin, pour créer une meilleure immersion, donc avec des casques beaucoup plus évolués que le cardboard, où justement on a la possibilité de se téléporter, même de se déplacer si on est en free roaming par exemple, Mhm. euh, Carrément. et, et, de- et voilà. Et aussi, on a ajouté aussi quelques interactions. Par exemple, si on appuie sur le tableau, on a une description par rapport au tableau. On a une voix off, par exemple, qui nous explique la salle, comment elle était avant et qu'est-ce qu'elle est devenue, à quoi elle servait euh, qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant aussi. Et du coup, D'accord, cette ok. solution, vous comptez l'exploiter comment à terme sur le site directement du château, dans les collèges, les... Alors, oui, justement, on est en train de voir, c'est en cours de production. Mais c'est soit pour que le château de Versailles propose des visites virtuelles sous l'Ancien Régime et à certaines époques bien définies. Donc, Ah, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. et justement, c'est là on voit parmi les avantages de la réalité virtuelle. Donc, c'est de reconstituer que ce soit des lieux qui ont été modifiés, qui sont modifiés ou qui sont même détruits. Hmm. Et grâce justement à la réalité virtuelle, on peut être immergé à l'intérieur et avoir un Ouais. accès à la culture et au patrimoine beaucoup plus important que si on regarde par exemple des plans que peut-être des personnes ne peuvent pas vraiment interpréter ces plans et peuvent Ah pas bah oui, se c'est projeter ça. par rapport à... Voilà, exactement. Et C'est grâce beaucoup à moins ça, visuel, oui, tout à fait. Ouais. On le on voit dans le monde de bénéficie l'immobilier, l'architecture, etc. Là exactement, où la c'est VR, exactement justement, ça. grossit. Ouais. Oui, avant, Ah, oui, puis ça a aussi une véritable plus-value aussi pour le patrimoine, c'est de garder ces modèles 3D aussi par la suite, exactement. etc. Et de, C'est l'archivage aussi, ouais. Et de ouais. permettre, et de permettre aux visiteurs l'accès à des salles auxquelles on n'accède plus. Parce que je sais pas si vous êtes allé à Versailles dernièrement, mais si vous faites le château, Hmm, on fait quand même pas j'ai pas été beaucoup. invité. Bah moi j'ai payé, mais Ah bon, mais du coup en fait on voit vraiment plus beaucoup de salles. Alors il me semble qu'il y en a qui sont abîmées, il y en a qui sont trop précieuses, etc. Et là pour le Oui, coup tout les à fait. technologies immersives, ça permet d'y aller pour de vrai et de voir à quoi ça ressemble. Et ça c'est ouais. cool. Ah oui, carrément, oui. Et Oui, du c'est coup, même le seul moyen au final. ah bah, On parlait la dernière fois avec la photogrammétrie de la préservation des lieux. Bah, c'est peut-être. Enfin, je veux dire, faut aussi peut-être aussi penser. Alors certes, il y a le tourisme local, etc. Mais il y a aussi la préservation des lieux qui fait que, bah, forcément, on va pas s'en cacher. Vous faites venir des milliers de gens dans des pièces historiques, bah, il se passe des choses quand même. Il y a une usure qui se crée, hein, C'est forcément sûr, ouais. indirectement, etc. Donc, En fait, c'est l'exemple, par exemple, des grottes de Lascaux. Elles sont interdites, elles sont interdites d'accès pour le grand public. Il y a des reconstitutions physiques réelles, mais en fait, ça reste toujours. Enfin, comme tu l'as dit, il y a des milliers de personnes qui passent et enfin, il y a des trucs qui s'oxydent, il y a des trucs qui s'usent au fur et à oui, mesure oui. avec le temps et tout. Ah, Et donc, ça demande un travail de reconstitution donc, qui est permanent, mais enfin, ce qu'on n'a pas forcément avec la réalité virtuelle. Donc, on a beau visiter des centaines de fois ou la ah oui, déployer à des milliers de personnes, ah, ça le bouge pas. château il reste Ouais. tel quel, les matériaux ils restent tels quels
Et puis Ouais, voilà. complètement, complètement. Et du coup, un projet comme ça, quand vous le faites, c'est pour donc tu m'as dit donc c'est ton projet de thèse, de licence? Je sais plus. C'est ça, c'est ça. C'est mon projet de licence, c'est que je continue un OK. peu avec l'éducation digitale, mais en dehors de. Enfin, Mmh. c'est pas un business qu'on a ou avec. D'accord. Et et comment ça se passe à ce niveau-là? C'est-à-dire que c'est éducation digitale, du coup, qui porte le projet? Et comment Ah, ça se passe au niveau de l'archivage, et tout, pour ce justement? projet précisément, Ouais. alors c'est pas l'éducation digitale qui. D'accord. OK, pardon, j'avais Euh, mal compris. oui, pas de souci. Mais c'est un petit peu c'est une sorte de book pour nous, pour Mmh. montrer aux personnes ce dont on est capable de. Enfin, Complètement. voilà, exactement. Et aussi, surtout, ça parle mieux si on a un exemple concret par Mmh. rapport par exemple, à la reconstitution Ah d'un ouais, ind château. Voilà. indéniablement, ouais, Avec complètement. passe mieux, oui. Que ce Ouais, soit ouais. par rapport au côté business pour prospecter, par exemple, ou que ce soit pour autre chose aussi, pour faire des démos, par exemple, aussi. Et l'organisme, du coup, qui est derrière, du coup, la reconstitution, c'est donc j'imagine le château de Versailles lui-même qui a dû le commander? C'est ça, Heu, exactement. C'est le château de Versailles qui a commandé à notre université, à l'école. Et puis, mmh c'est en partenariat avec le CNRS, avec les Archives nationales et Ouais, ouais. OK. avec plein d'autres acteurs, enfin, que ce soit culturels ou dans le patrimoine. OK. Et tu saurais me dire si ces modèles 3D sont ensuite publics, donc de l'ordre des archives publiques, ou est-ce que c'est quelque chose, enfin, bah, en gros pour moi, est-ce que c'est de l'ordre vraiment de l'éducation? C'est-à-dire on veut vraiment le spread à tout le monde? Ou est-ce que c'est une volonté derrière, plutôt À ma commercialisation? connaissance, c'est plus pour les scientifiques que pour. D'accord. Enfin, c'est plus pour les scientifiques. Donc, je pense pas qu'il y aura un déploiement public, à moins que ça va le faire enfin, prochainement. Mais je sais que pour l'instant, ça a été plus pour les scientifiques, pour qu'ils puissent se projeter et même voir la capacité des nouvelles technologies pour le patrimoine. Ouais, complètement, ouais. Il y a Galian dans le chat qui pose une question sur le fait que. Est-ce que vous avez demandé une aide à Google financière? Parce que je sais qu'ils ont bossé, par exemple, justement sur un bout de numérisation du château de Versailles en photogrammétrie. Et ils cherchent à faire de la numérisation au maximum en 3D. Oui, c'est ça. Alors, enfin, Google a ce que enfin, normalement ce que je connais, c'est ils ont numérisé tel qu'il est actuellement, je Mhm. crois, et ils n'ont Mhm. pas, enfin, il n'y a pas eu de recherche par rapport aux anciennes époques ou à l'ancien régime. Mais c'est justement D'accord. en fait, c'est un choix des scientifiques du château de Versailles qui travaillent dans le château de Versailles de vraiment reconstituer à partir d'archives, à partir de ce qu'ils ont comme information par rapport à ce qui était avant le château de Versailles. Mais sinon, Ouais. Google, je crois, enfin, à mon souvenir, ils ont numérisé récemment, je crois, il y a quelques années, il y a 2-3 ans à peu près, ils ont numérisé le château de Versailles pour une visite, justement. Là normalement, c'est public. D'accord. Et c'est tel qu'il est à nos jours. C'est-à-dire, il n'y a pas de recherche historique, il n'y a pas tout ça au niveau de Google, Pas quoi. que je sache, ouais, Ouais. pas que je sache. Ok. Ok, ok. Ouais, ouais. Bah, là encore, oui, c'est une autre vision, quoi. Salut Romu. Et salut Sonia également, hein, qui nous dit dans le chat, effectivement, Oui, tout Google à fait. Lens, pardon. C'est le nom du projet, ouais. Tout à fait. Oui, ça. Très bien. Et, euh, et là, je continue avec le musée anthropologique de Monaco. Mhm. Je sais, ah, Chouette ok, projet aussi. très bien. Alors du coup, là, c'est un projet enfin, en partenariat avec le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Et l'objectif, c'était d'utiliser les nouvelles technologies, des scanners 3D, pour numériser et archiver toutes leurs ressources. Et ensuite, Mhm. justement, de mettre en réalité virtuelle ou en réalité augmentée ces ressources accessibles et puis créer
créer des scénarios tout autour de ces modèles 3D qu'on a scannés. Donc, que ce soit une description et par différents médias, donc que ce soit des descriptions ou que ce soit un texte ou une vidéo autour de l'objet. Donc, et là, ça a été un objectif plus de vraiment d'avoir le maximum de ressources scannées en 3D, donc que ce soit pour la conservation et aussi pour l'archivage, et aussi de créer une expérience autour de ces objets. Ok, ça marche. Pardonne-moi ma question de noob, mais alors, autant je vois plutôt comment ça peut se passer pour scanner un crâne, par exemple, ou ce genre de choses. Comment on scanne un mammouth? C'est un mammouth, hein, là, qu'on voit. Alors, pour scanner un mammouth, soit on utilise justement la technique de la photogrammétrie, Ouais. ou par exemple des scanners type, scanner là, scanner à laser où justement on tourne autour de l'objet et on tourne autour des détails de l'objet pour récupérer le maximum de détails pour ensuite avoir le modèle 3D. D'accord, ok. Donc photogrammétrie et lasérométrie Voilà, c'est ça. pour les très gros objets, ouais, ça marche. Alors pour les petits objets, on a un outil HP, c'est le HP Reverb, normalement, le HP Reverb, c'est un 3 en 1 qui a directement c'est un PC, c'est un gros PC, Ouais. et en même Pour- temps, il a un petit module de scanner 3D avec une table tournante, et puis on le met et ça le scanne en quelques minutes. Et puis, c'est avec ça qu'on a scanné. Et on peut choisir la précision. Et, et voilà, c'est ça. Alors Ah, Sonia nous dit que non, c'est le le Sprout. Sprout. Ouais, Ah, ça... Sprout. Oui, Oui, Sprout. parce que le Reverb, ça m'étonnait aussi, c'est le casque, le HP C'est Reverb. le casque, oui, pardon. C'est le Sprout, oui. Mais j'avais pas Oui, le nom de la machine. Et moi j'ai une question sur ce genre de contenu là. Est-ce que donc du coup il doit être déployé au niveau du musée vu qu'on fait de la manip. Est-ce qu'il est accessible sur les stores pour tout le monde et est-ce qu'il est exploité? Est-ce que vous arrivez à l'exploiter aussi dans des écoles du coup? Alors toujours, ce projet, c'est un projet en cours aussi de production. Mais l'objectif, c'est plus de l'exploiter à l'intérieur du musée pour enrichir l'expérience et la visite au musée. Donc, que ce soit par exemple manipuler des objets où on n'a pas l'habitude justement de le faire dans une visite standard, ou de visualiser donc sous tous les angles un objet préhistorique par exemple. Donc c'est plus pour une visite augmentée qu'un déploiement un déploiement massif pour les écoles. Et alors Mais pourquoi pas, parce que tu vois, moi je vois quand même. Alors après, peut-être que je me plante royalement, et c'est toi qui vas me dire. Mais typiquement sur les écoles et les collèges où on bosse sur la période préhistorique, voilà, pouvoir mettre les enfants au pied d'un mammouth et de lui dire, bah voilà, un mammouth, ça fait cette taille-là, ça ressemble à ça. Tout de suite, on a un cours qui est très très vivant. Et en fait, la question qui est derrière pour moi, c'est pour adapter un contenu comme celui que vous avez fait là, dans un contexte d'éducation, quel est le niveau de travail qu'il faut fournir? Est-ce que c'est des mois, il faut tout refaire parce que c'est pas du tout conçu de la même manière, ou est-ce qu'on arrive à glisser assez facilement et du coup limiter les temps de développement? par rapport par rapport enfin, j'ai pas vraiment compris la question. Par rapport à ce Alors que là, vous avez Ouais. c'était plus dans le domaine applicatif, c'est ça? Enfin, c'est une fois que tout est assemblé, c'est-à-dire on a le modèle 3D, on a les informations qui vont bien, on crée l'application. C'est ça. Une fois qu'on a fait toute l'application là pour le musée de Monaco, Oui. quel est le niveau de travail qu'il faudrait pour l'adapter à un contexte scolaire, par exemple? Ça dépend. Alors, soit on peut le proposer comme une visite, par exemple, vraiment la visite au musée anthropologique de Monaco, ou justement l'adapter en fonction du programme scolaire. Et ça prend un petit peu de temps pour réadapter le contenu justement.
Je sais pas si j'ai répondu à ta Ah question, bah, mais c'était. Est-ce que c'est facilement transposable? Bah oui, en l'état, on fait visite au oui, après, musée, c'est déjà une bonne réponse. Et après, si on veut voilà, faire un truc très très précis, bah ouais, ça prend du temps. Ça me va. exactement, oui. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais disons que si on a par exemple le modèle, enfin la 3D du musée et on a toutes les ressources 3D scannées et on a les informations sur ces modèles, généralement on passe pas énormément de temps pour le réadapter. Hmm. Ouais, ça va. Hmm. Euh, voilà. Faut le C'est contextualiser. après, c'est plus après peut-être accompagner l'enseignant à l'utilisation et de former justement pour l'utilisation que ce soit du matériel ou l'utilisation du contenu. D'accord. Quand on fait ce genre d'application, du coup, pour les musées ou même des applications scolaires, etc., donc il y a forcément la notion de groupe aussi qui va se cacher par rapport à, enfin, qui va se cacher, enfin, sous-jacente, pardon. Est-ce que ça, ce sont des problématiques techniques ou c'est complètement réglé de nos jours? On est capable de dire, bah tiens, on a fait telle application, un prof vient, déclare une classe, par exemple, bam, toute la classe arrive et il y a des techniques comme ça pour suivre les gens, etc. Oui, justement, en fait, c'est un des freins justement par rapport à ça, justement. Enfin, il y a des profs qui disent, moi, si j'ai un casque et j'ai 30 élèves, 30 étudiants, enfin, qu'est-ce que je vais faire avec un seul casque? Enfin, je sais pas si c'est ça si c'est cette question ou question Hmm. plutôt technique, est-ce que c'est possible de déployer en Ouais. collaboratif? Bah, il y avait en même temps, moi c'est une brique bah, qui va forcément être récurrente hein, parmi tous les musées, toutes les applications scolaires, périscolaires, etc. C'est faire venir un groupe en fait dans une application. Donc bah, l'idée c'est quand même dans l'idéal que tout le monde ait un casque, hein, etc. Et puis il y a une notion d'encadrement de ce groupe, que ce soit un prof, un animateur, un guide. Oui, tout à Que fait. ça soit. Est-ce qu'il y a une brique technologique qu'on prend, Euh, qu'on oui, alors pose dans l'application? oui, il y a des briques technologiques et nous, spécialement pour notre cas, on est partenaire d'une entreprise justement qui s'appelle Visua qui propose une solution 3D verse. Donc Mhm. c'est une solution qui permet donc de visualiser, d'interagir avec des modèles 3D. Donc de manière déportée. Déjà la solution c'est que on utilise, enfin, le calcul ne se fait pas directement sur votre device, mais il se fait de manière déportée dans le cloud. D'accord. Et puis, il propose justement aussi le mode collaboratif, où justement, donc là, soit le prof, il a la main sur la trajectoire et la visualisation des élèves, ou soit par exemple, on met un médiateur qui est justement qui guide, que ce soit un médiateur en intelligence artificielle ou un vrai médiateur. Et justement, cette solution propose la collaboration donc, et la visualisation, par exemple, si Trop on cool. veut attirer l'attention des élèves, par exemple, sur un objet spécifique, donc le mettre en highlight et puis l'expliquer directement en réalité virtuelle. Ouais. Donc, Ouais, trop cool. bien sûr, on peut les voir en forme d'avatar, par exemple, et en forme Mm. et voir justement le médiateur qui est en train d'expliquer. Ouais, c'est ça. Pourquoi je pose la question? Parce que je pense que beaucoup trop de boîtes, et ça me permet aussi d'avoir la réponse, hein. N'hésitez pas à me contacter d'ailleurs. Enfin, on me dit Visua 3D c'est là. C'est-à-dire, il est là dans le chat. Enfin, en tout cas, si vous êtes présent, si vous êtes présent, n'hésitez pas à me contacter ou aussi à contacter France Immersive Learning, etc. Parce que il y a quelque chose, moi, que je vois un peu trop souvent dans chaque techno, finalement, on réinvente la roue. Enfin, c'est un grand biais du développeur, etc. Et bosser vraiment sur des briques comme ça qu'on peut plug and play, hein, du coup, concrètement. Même si c'est un peu plus complexe que ça, on est d'accord, mais ça permet de vraiment se focus. Alors déjà, ça permet de baisser le prix c'est con, mais des applications. Ou alors de se focus vraiment sur des éléments plus importants, entre guillemets, parce que ce problème-là est réduit. Donc,
Donc voilà. Et n'hésitez pas à me spread ça. Et à mon petit niveau, du coup, j'essaierai d'enlever chez les personnes à qui je vois ce genre de biais, l'enlever quoi. Mais c'est hyper important ouais, de taffer sur ces briques-là et finalement de refaire un petit peu ce qu'on a dans le web, c'est-à-dire bah, voilà, un assemblage de briques et du coup on se concentre vraiment sur le métier à 100%. C'est Oui, à mon exact. sens là la réelle plus-value qu'on peut avoir, quoi. C'est ça, Oui, non. posons des standards. Exactement. Exactement. Après, c'est toujours un peu compliqué parce que ben, forcément, une solution plutôt qu'un autre favorise une boîte plutôt qu'une autre, etc. Mais après, j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Hein, ça, c'est pas très grave qu'il y ait plusieurs boîtes spécialisées dans une brique en particulier. Il peut y avoir plusieurs frameworks, mais c'est hyper important qu'ils existent et du coup de les mettre en lumière parce que, ouais, moi, ça m'embêterait un peu que là, à nos jours, il y ait plein de startups qui se lancent là-dedans et qui réinventent la roue à chaque fois et finalement crament un budget phénoménal alors que Et, ils auraient pu et, faire autrement, quoi. et surtout, voilà, là on parle des domaines éducatifs et culturels, mais c'est des domaines où c'est compliqué de sortir de l'argent. Et quand ils en sortent beaucoup. Donc quand ils se sont fait avoir une fois, ils sont très frileux à y retourner. Donc c'est un Oui, coup à ouvrir le business une fois et à le fermer derrière pour les 5 ou 6 prochaines années. On essuie encore les plates des cardboards, C'est on en ça. parlait ce matin. Donc n'essayons pas... Enfin, typiquement la technologie immersive, le marché est tellement grand si on arrive à le faire prendre que... il vaut mieux travailler ensemble à essayer de faire des trucs bien pour que ça avance plutôt que Ah bah chacun oui, bien dans son sûr. coin essayer de bricoler un truc pour vendre. Alors que si on faisait en commun, on vendrait tout autant, voire même beaucoup plus. Et peut-être qu'un jour, on Mm. atteindrait les chiffres de bénéfices annoncés par PwC. Voilà, c'est l'histoire des 15 milliards tous les 3 ans, quoi. Mm. Donc, oui, oui. Non. voilà. Je vois que tu Les nous as 2B3, présenté une les nouvelle... 2B3. les 2B3. Je vois que tu nous as présenté Et une ben, nouvelle slide. Si tu Oui, veux tout à fait, oui. en toucher deux mots. Oui, alors en fait, c'est juste, enfin, on en a parlé au début, on en a parlé un petit peu pendant. Donc par rapport aux avantages enfin, de l'apprentissage immersif, donc là, l'enfant, par exemple, il devient enfin, actif au lieu d'être passif par rapport au cours ou juste, enfin, un cours magistral, par exemple. Donc où justement, ça favorise la mémorisation et puis, ça permet aussi de s'entraîner, par exemple, en toute sécurité. Si, par exemple, si c'est par exemple, on peut très bien imaginer un laboratoire de chimie en réalité virtuelle où justement on peut faire des formules, on peut faire des expériences chimiques sans danger. Donc, mhm. c'est parmi les avantages de la réalité virtuelle dans l'apprentissage. Et donc, elle permet aussi Ouais. d'explorer des lieux d'époque difficiles, accessibles, sont difficiles d'accès. Et donc voilà, parmi les cas d'usage, et donc dans la science par exemple, se balader dans l'espace et tout, la visualisation du corps humain et à l'échelle microscopique par exemple, où on peut rentrer carrément dans le tube Oui. digestif et justement vraiment visualiser à l'intérieur. Et puis là, les contraintes, donc on en a parlé, que ce soit des contraintes de coût, il y a aussi un manque de contenu qui est disponible en français, sachant que la majorité Mhm. des applications, que ce soit sur Steam ou que ce soit sur le portail Windows, enfin, c'est des applications qui sont très bien, mais qui sont en anglais et ça peut être réfractaire un petit peu par rapport pour les profs, Mm. Bah, même c'est si peut-être aussi l'occasion de faire une autre brique, effectivement technologique, qui est l'équivalent du 8-18N d'un point de vue web, à savoir pouvoir faire de l'internationalisation hyper rapidement. exactement. Parce qu'effectivement, avec des logiciels comme Unity et autres, ils simplifient un peu les choses, mais on pourrait grandement les simplifier, je pense, avec vraiment des briques plug and play. Oui, alors en fait, il y a des solutions, justement, on accompagne, nous, on est sur de la veille et tout, on Mhm. essaye de voir ce qui se fait. Il y a des solutions, je vois des solutions un petit peu no-code pour créer rapidement des applications en réalité virtuelle. Mais voilà, on n'atteint pas vraiment, des fois, les profs, ils demandent énormément de choses et Oui, peut-être que les outils ne répondent pas forcément à leurs besoins. Mais on essaie justement de les accompagner et de co-créer, même si le prof, parce que le prof,
il te dira directement qu'on n'a pas le temps, il n'a pas le temps d'apprendre par exemple un logiciel tel que Unity ou Ah bah non, bien Unreal. sûr. Ouais, Voilà. et puis après, là, tu vois, moi, sur ces histoires de codage no-code pour les profs, alors c'est vraiment mon avis, et je suis très curieux d'avoir le tien. À mon avis, c'est une mauvaise idée d'essayer de mettre dans les mains des profs, en tout cas maintenant, un outil qui leur permette de développer des simulations en VR. Parce que déjà, s'ils utilisaient des simulations en VR, ça serait un premier grand pas. Et à mon avis, surtout au niveau éducation nationale, il faut qu'on arrive à faire comme les manuels. Les manuels, ce sont les mêmes Ouais. pour tous les élèves de France. Ils sont décidés en haut. Et du coup, il faudrait qu'on arrive à travailler avec des équipes de profs, à mon sens, pour créer des applications dédiées avec des producteurs français et des profs français pour avoir la spécificité d'enseignement français dans ces solutions, et qu'ensuite elles soient déployées dans les collèges. Et une fois que tout ça, là, ça sera ok, bien infusé et très utilisé, on aura derrière un résultat où les profs pourront commencer à imaginer créer des simulations et en même temps créer des simulations en no-code en VR. On a quand même quelques étapes avant. Il y a Amazon qui avait tenté un truc avec Sumerian, Oui. mais Oui, j'avais regardé, mais c'était quand même Non, velu, mais- quoi. Non, puis j'ai envie de dire chacun son boulot. Enfin, je veux dire, enfin, je veux dire, d'un côté, on est arriéré sur la façon de penser et l'appétence qu'on peut avoir sur la techno, etc. Et de l'autre côté, on veut pousser tellement loin le truc à se dire, bah regardez, bam, un prof, il va pouvoir créer son contenu, etc. oui, Alors, oui, par contre, je suis entièrement d'accord sur le côté bac à sable. C'est peut-être plus ça, en fait, la philosophie qu'on voudrait, c'est pouvoir proposer vraiment une application très bac à sable, qui permettrait justement aux profs de pouvoir dire, bah voilà, cet objet, enfin voilà, je vous importe un élément 3D, enfin voilà, ce genre de petites choses entre guillemets, mais de la créer une application en VR, même, enfin, ça me semble un peu. oui, Ouais. mais au fait, là, la solution, c'est que soit on crée toutes les applications adaptées à leur programme, et donc soit c'est du sur-mesure, mais en fait, la contrainte, c'est que ça doit être pris, par exemple, les manuels scolaires ou le prix, enfin vraiment, que ça ne dépasse pas un certain prix. Et si, par exemple, si euh, mais au fait, il y a toujours le prof, par exemple, il aimerait enrichir son cours en faisant, par exemple, des serious games. Et c'est là que, justement, les profs, ils aiment, comme Thierry le dit dans le chat, ils aiment créer parfois, ils aiment créer, et ils aiment être un petit peu indépendants, mais il y a aussi le frein de, ils n'ont pas le temps, et ils n'ont pas le temps de se mettre soit dans sur sur des logiciels aussi compliqués que Unity, enfin aussi Ouais, bien complexes sûr. que Unity. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a des solutions, et ça commence un petit peu avec des solutions no-code, par exemple, comme CoSpaces, qui est un outil, mais voilà, ça reste c'est un outil qui a été développé aux États-Unis. Mais en fait, c'est des briques à coller, et puis, c'est tout. Mais quand même, après, tout dépend de l'ambition du prof. Des fois, il peut être déçu du résultat, parce que déjà, il y a pas de réalisme, il y a plein de trucs qui Ouais, sont tout à pas fait. Non, non, présents. mais je pense que le Et- bon bail, ça peut être un gros sandbox, quoi. Une grosse sandbox sur lequel voilà, ils peuvent réinjecter effectivement, voilà, on y met un moteur physique, on y met un poids aux éléments, on y met, enfin, vraiment, on y va à fond et les gens peuvent apporter comme ça directement les modèles 3D de leur choix, etc. Enfin, Il y a des premières tentatives de ce genre de oui, choses. Si tu vas voir du du côté de drag and Somnium, par drop. exemple, Somnium sur le web, pas sur le web ouais. en VR, où tu peux acheter. Alors eux, ils sont sur un système de vente de parcelles numériques, mais derrière, c'est ça, c'est la grosse sandbox. Et j'avais rencontré un mec comme ça qui créait une université dans Somnium. Bah, c'était son projet pour pouvoir faire venir des Ouais. gens. Ça, voilà. Mais Ouais. oui, je suis Non, mais je d'accord, on pense va y qu'il arriver à tout ça. Oui, c'est ça. En plus, ça commence à se démocratiser de plus en plus. Et déjà, là, j'ai vu récemment une solution comme Insar qui propose une solution drag and drop
justement qui permet à soit des créatifs, par exemple, qui ne sont pas forcément dans le développement, dans la création de contenu en VR et AR, mais de glisser, de déposer leur modèle 3D et puis de créer quelques interactions basiques. Mais dans le domaine de l'éducation, il y en a il y a par exemple la solution Google qui était, Google Poly, je crois, ou enfin, je me rappelle plus, mais Feu, feu Google voilà, c'est Poly. ça. Feu Mais Google maintenant, Play. justement, elle va être arrêté. Donc là, qui permettait justement de glisser, déposer des modèles 3D. Et même une fois, j'ai présenté à un prof Sketchfab, rien que Sketchfab, ça lui a plu parce que il trouvait ça intéressant, rien Mm. que le fait de C'est visualiser en hyper riche. 360, de visualiser en 3D. Donc c'est intéressant. Donc ça commence et je pense qu'il y a du Mm. chemin, mais ça commence. Ouais. Mais moi, j'entends parfaitement du coup ce que dit Thierry effectivement dans le chat. Hein, les enseignants aiment créer et c'est hyper cool. Et c'est hyper cool, mais euh, c'est un regard encore une fois de newbie. C'est une question de newbie, hein, de pur newbie que je vais donner là. Mais quels sont les moyens en fait qu'il pourrait y avoir derrière? Et est-ce qu'un prof peut dire, bah voilà, j'ai besoin de telle application? Par exemple, typiquement, hein, ça va coûter 20 balles par élève, du coup. Est-ce qu'un prof a ce budget-là, par exemple, typiquement? Est-ce que... Enfin, parce que du coup, les applications, s'il n'y a aucun, entre guillemets, business derrière, c'est juste pas possible, finalement. Enfin, parce que ça va coûter beaucoup trop cher à celui qui va la faire pour finalement... enfin, ce serait du mécénat, quoi. Je pense qu'en période de pandémie, c'est compliqué, mais... Oui, c'est ça, oui. Oui, alors, ça dépend des enveloppes qui sont consacrées, mais là, pour l'instant, par exemple, je sais pas si c'est possible directement de se mettre dessus, mais voilà, comme j'ai dit, ça commence, mais Ouais. tout doucement, mais peut-être sûrement. Ouais, non, mais complètement. Bah, dans tous les cas, moi, je suis d'accord, hein, je suis entièrement d'accord. Il faut que ça mûrisse dans la tête de tout le monde. Voilà. Déjà, avant de pouvoir potentiellement débloquer des fonds, etc. Effectivement, je sais pas. Je me demande vraiment ce que ça pourrait donner. Un prof veut vraiment innover, veut vraiment se mettre dans la VR, il y croit. Euh, Comme on peut le voir d'ailleurs dans les formations professionnelles, hein, typiquement, où là, bah, du coup, ils ont beaucoup plus les mains libres, etc. Ils y vont à fond, et du coup, on peut voir des cours spontanés faits en VR pour montrer tel et tel élément. En fac aussi, hein, ça se fait. Oui, oui, Certains... par exemple, même en France, ça commence à se faire un petit peu par exemple, dans les lycées techniques, surtout Mhm. pour les formations pour l'industriel et tout, ça Ouais, commence à se faire où, justement, par exemple, l'apprentissage par le geste, il est hyper important et peut-être si le déploiement avec de vraies machines, c'est encore plus coûteux ou ouais, c'est encore donc il y a la solution de la réalité virtuelle ou des applications immersives qui permettent justement, d'avoir des simulations de grosses machines ouais, et ouais. ça peut être un coût, d'investissement, mais ça peut être aussi, très rentable rapidement, notamment même pour concevoir, par exemple, justement des machines avant de passer au prototypage et tout, donc ça peut être Mhm. une solution, qui est moins coûteuse que de prototyper puis de refaire, de corriger le prototype et tout. Ouais, ouais. Moi, je vais vous poser une question, bah, que ce soit parce que Louis aussi, hein, tu baignes dedans, justement, de par France Immersive Learning. D'ailleurs, à la vue de la discussion qu'on a là, je pense que enfin, moi personnellement, j'ai plein d'idées aussi à proposer. Je pense qu'il y a vraiment des gros trucs à faire là-dessus. Mais justement, si on parle un petit peu de maturité par rapport à tout ça, je pense que c'est acté que là où c'était trop cher, le remplacer par du virtuel, c'est cool. Euh, est-ce que est-ce qu'on va pouvoir réussir à vraiment faire comprendre ben, ouais, ce que je veux dire, c'est que si une application VR peut remplacer une machine qui coûte 100 000 euros, les gens vont voir un intérêt direct, un ROI direct, et c'est négociable,
Et voilà, et on lance les négociations, etc. Faire comprendre à des élèves comment marchait typiquement la guerre des tranchées en les plongeant directement dans les tranchées de Verdun, c'est pas essentiel. Il n'y a pas de ROI. Bah, c'est de la pure éducation, en fait. Il n'y a pas de ROI, il n'y a pas tout ça. Et c'est quelque chose qu'on sait très bien qu'on sacrifie depuis plus de 20 ans. Et, et on va se pencher à des discours. Non, mais les élèves, voilà, on leur a toujours expliqué comment ça se passait dans les guerres de tranchées. Ils ont toujours compris. Il y a les films, il y a les. Enfin, voilà. Quel est le degré de maturité par rapport à ça? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on va réussir à passer outre le côté argent, finalement, ROI, etc. Parce que dans l'éducation, encore une fois, on ne peut pas parler de ROI directement, enfin de retour sur investissement ou ce genre de choses. Donc, est-ce qu'on est mature et est-ce que c'est faisable en fait? C'est Non. un peu ça ma question. Moi, je pense que oui, parce que je vois de plus en plus de personnes sur ces questions-là. Là, voilà, je viens de donner 4 jours à des missions de formation, à des missions locales pour qu'on parle d'orientation des jeunes. Là, dans le genre de truc qui rapporte pas un copec, on est bien dedans. Par contre, politiquement, c'est intéressant. Et en fait, Pas faux. d'un point de vue, en fait, c'est la politique qui drive tous ces trucs-là. Mais les profs, eux, je trouve que on a de plus en plus de gens matures, on a de plus en plus de gens qui ont envie, et notamment ceux qui vont bosser dans des quartiers les plus difficiles ou avec les publics les plus difficiles, parce qu'ils voient l'hameçon technologique. Ils voient le fait que quand on a un gamin qui est déscolarisé ou qui aime pas l'école parce que ça lui convient pas, et je comprends que ça convienne pas à les gamins, et qu'il a pas envie d'écouter un prof qui lui passe déjà, s'il lui passe des photos de la guerre des tranchées, ok, il trouve ça bien. Là, on peut les plonger dedans, on peut le faire de manière ludique, on peut apprendre sans apprendre. Si tu reprends, on en avait parlé dans XR 360, la nana qui a fait un cours de maths basé sur la pandémie en VR pour apprendre les exponentielles. C'est absolument génial. Et en fait, tu ressors, tu n'as fait que des opérations mathématiques, mais c'était un jeu. Et ça, on en voit tu les as vraiment comprises en plus. Et tu les as comprises. Voilà, donc je pense qu'on est prêt. Après, aujourd'hui, je sens vraiment que c'est une volonté politique. Et sur les plans de relance qui sont en train d'être faits en ce moment, il y a quand même des grosses lignes budgétaires qui sont en train d'être débloquées, notamment pour la formation. Et l'immersive learning fait partie des modalités qui sont appelées à répondre. Oui, oui, c'est sûr, oui. Enfin, comme tu as dit, c'est un plus, et en plus, dans un quartier, par exemple, difficile, et apporter l'aspect technologique et tout, et c'est hyper agréable, et c'est hyper, enfin, ça attire l'attention directement. Ouais. Ok. Et tu vois, en termes de ROI, on a Thierry qui me dit un bon exemple. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais dans les hôpitaux virtuels, on utilise la formation médicale avec des mannequins qui coûtent super cher. Et là, tout de suite, si on peut utiliser qu'un seul mannequin dans l'année par étudiant plutôt que 10... non, mais alors là... Mais dans ces métiers-là, c'est acté. Hein. C'est vrai que je connais très peu de chirurgiens qui vous diront bah non, moi, mes élèves, je refuse qu'ils bossent en VR parce que c'est n'importe quoi, il faut de la réalité. Je pense qu'il y a un certain degré où c'est complètement acté pour eux et on pourrait assimiler ça effectivement à du ROI. Et puis, de toute façon, ne serait-ce que par le matériel, il y a un retour sur investissement qui se fait. Mais là, je parlais vraiment d'éducation pure. Premier niveau, ouais, de choses comme ça. Par exemple, tu vas apprendre Enfin... les rois de France, plutôt que d'aller se déplacer à Auschwitz ou autre, voilà, à apprendre la différence entre une monarchie, enfin, la monarchie, etc., aller dans la cour pour voir ce que ça donne quand du jour au lendemain, ils décident de te couper la tête parce que, voilà, il était mal luné, etc. Enfin, ce genre de choses qu'on apprend dans les bouquins, je suis d'accord, ou dans les films, quoique on le voit, hein, on a de plus en plus de générations qui sont complètement biaisées par les films. Un silencieux, ça fait pas le même bruit que ce que vous entendez dans les films. Si vous tirez dans le réservoir d'une voiture, je serais vraiment surpris qu'elle explose. Enfin bref, voilà. Est-ce qu'on peut pas utiliser un peu tout ça pour freiner un petit peu ce genre de choses, parce qu'on voit que finalement c'est les films, c'est YouTube maintenant, c'est presque encore pire, c'est les forums qui font un peu justement cette partie imagination chez les jeunes et plus l'éducation à proprement parler, et je trouve ça
pas inquiétant parce que ce serait un discours de vieux con et je suis pas vieux, pas plus ou moins pas si vieux que ça. Et tout est rattrapable, c'est pas le problème, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. C'est- Moi, je pense que ça bouge et je pense que ça va bouger et justement, comme l'a dit Abdelhakim tout à l'heure, la pandémie a quand même mis le nez de tout le monde dedans. Voilà, si on peut me passer l'expression. Ouais. Ça a été Ouvert les yeux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on s'est retrouvé les ENT dont parlait, je crois, Frédéric tout à l'heure. Thierry, pardon. Thierry tout à l'heure parlait des ENT. Oui, ça fait des années que c'est déployé. Enfin, les premiers ENT ont été déployés il y a 30 ans en Bretagne. Environnement numérique de travail, c'est ce qui sert à échanger Ok. ce qui cherche normalement, tu as ton emploi du temps, une messagerie, on peut échanger des Ouais. documents avec et faire de la visio. Voilà, enfin du vocal puis de la visio. Oui, c'est voilà, quand on parlait de Teams, en effet. C'est ça, et ça existe depuis très longtemps. Et on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas forcément formés, les infrastructures réseau n'étaient pas forcément suffisamment solides. Donc je pense que les choses vont bouger, en fait. Et on s'est rendu compte du truc, sauf qu'on est sur des machineries qui sont tellement lourdes, et là, Delakim, je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus. Le temps que ça bouge, il y a du temps qui passe, quoi. Voilà, les mecs sont le temps de rédiger l'appel à projet, de le faire valider, de machin, de trucs, d'envoyer, d'avoir les réponses, de sélectionner, d'enclencher, voilà, c'est une espèce de mécanique qui voilà. Mais une fois qu'elle part, Et qui est-ce qu'on convainc, du coup? Qui est-ce qu'on convainc dans ces cas-là, dans ces projets-là? C'est qui les interlocuteurs chez vous? Que ce soit... Enfin, nous on va les taper sur les proches des ministères. Mais ministères, Ouais. ministres, voilà, on va aller parler. ouais. Et ouais, l'éducation nationale, c'est ça, hein, en fait. Concrètement, c'est le ministre qui décide à la fin. Sur des politiques pareilles, sur des gros enjeux, ça va être les ministres. Oui, tout à fait. Ouais. Donc si notre ministre de l'Éducation nationale, du Travail passe sur le stream, appelez-nous, on sera ravis. Ou même notre ministre de la Culture, hein, d'ailleurs. Hein, n'importe quel. On n'est pas voilà, justice. En même temps, n'importe quel ministre, voilà, on n'est pas sectaire. On n'est pas Voilà. sectaire, n'hésitez pas. Non, mais c'est super cool, effectivement. Il faut que ça bouge, et il faut que ça bouge de plus haut. Après, ouais, ok, ça marche. Et du coup, qui revient vers éducation digitale, Abdelhakim, pour le coup? Ce sont ce sont les rectorats qui vous missionnent? Qui vous missionne directement? Alors pour l'instant, comme client, c'est plus par exemple les centres culturels D'accord. ou par exemple les écoles privées aussi. Ok. Donc que ce soit les directeurs ou les profs d'écoles privées, mais sinon globalement c'est ça. D'accord, ok, ça marche. Donc, vous êtes un directeur, ou vous êtes de toute façon dans l'éducation nationale, vous avez des musées ou autres, n'hésitez pas, effectivement, hein, on le dira à chaque fois, à vous rapprocher d'experts. Éducation digitale en fait clairement partie, donc n'hésitez pas à y aller. On voit là, du coup, les contacts à l'écran. Voilà, rien de mieux que les experts pour vous guider, en fait, hein, tout simplement. Pour ceux qui sont sur YouTube, tous ces liens sont directement dans la description. Tout à fait. Donc n'hésitez pas. Abdelhakim, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice, c'était un plaisir. C'était super cool. Merci. Tu reviens nous voir quand tu veux, voilà, vraiment. Avec plaisir, oui. Et, avec plaisir, ok. Et puis on vous souhaite voilà, d'avoir bientôt l'oreille du ministre pour débloquer tout ça. D'accord, oui, j'espère, oui. Il y a Sonia qui dit aussi, donc les mairies aussi, et aussi on a un partenariat avec le gouvernement de Monaco, avec les écoles, où ça passe, où c'est un petit peu plus rapide avec eux. Et puis il y a un peu de budget à Monaco, c'est cool. Voilà, exactement. C'est bien. Mais en tout cas, un grand merci effectivement à Sonia et Thierry dans le chat. C'était cool. Merci de vos précisions. Je pense qu'on les a relayées un maximum. J'espère qu'on n'a pas dit trop de conneries. Enfin, je vais parler pour moi parce que Louis, je pense pas. Mais moi, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Moi, j'ai voulu et Fab également.
j'ai fait 2-3 blagues au début. Bon, c'était vraiment du second degré, hein. Comme l'a dit Louis, on est en fin de semaine, hein, c'est compliqué. Donc, Mais, c'est compliqué, mais hein. On a un gros événement dimanche qui nous prend beaucoup de temps. Donc, ça fait partie du style de l'émission, voilà, on et tout à s'amuse fait. comme ça. En tout cas, voilà, merci beaucoup au chat qui était là et à tous les nouveaux noms, parce qu'il y a plein de noms qu'on ne connaissait pas ce soir et qui étaient là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez et que vous partagerez voilà l'information comme quoi le jeudi c'est Meetup sur ETR FR et voilà. Donc j'espère que Ouais. j'espère que vous reviendrez. N'hésitez En pas à tout cas, revenir, c'est l'idée. ouais, c'est ça. Ah bah et d'ailleurs Sonia Bah, merci beaucoup, Sonia, pour le qui follow. nous suit, merci, c'est super sympa. En tout cas, ne bougez pas parce Pour info, qu'après juste pour info, Sonia Jedid, c'est la CEO d'Éducation Digitale. pour le chat, Eh bien, enchanté. C'est ça. Sonia, la prochaine fois tu nous rejoins en live, il n'y a pas de raison. Et revenez, ils sont gentils. Merci Selkis. En tout cas pour le reste, restez sur la chaîne puisqu'on arrive. Bon, je pense qu'on aura quelques minutes de retard un petit peu comme d'habitude, mais allez à 35, je pense qu'on aura Pas sûr. commencé pour les XR 360, votre émission de news de la semaine. Et pour la suite, c'est Virtual Go, je crois, ce soir qui fera la partie gaming. Virtuonaut. Virtuonaut, et ce pardon. sera Hyperdash. On revient sur Hyperdash, qui fait partie du pool de jeux francophones qui sont nominés. Donc voilà, c'était important de revenir sur ce jeu multijoueur. Du coup, il est nominé dans la catégorie multi. Et donc on revient sur le jeu pour vous montrer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Et voilà, et peut-être gagner vos votes si vous le souhaitez. Allez, on se dépêche parce que sinon effectivement on va être là pour. Et Voilà. juste... Ouais, merci. Vas-y, Abdelhakim, je te laisse la part. Non, oui, merci beaucoup pour l'invitation et à très bientôt, j'espère. Eh ben, un grand quand tu merci à veux. toi et tu es ici chez toi. N'hésitez Super. pas. Merci beaucoup, c'est gentil. Si Salut. vous avez des projets, des envies, n'hésitez pas à nous contacter. Très bien. Merci beaucoup. Ciao. Et juste avant de vous laisser, un merci à ceux qui nous suivent sur YouTube parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les lives tous les mercredis à 18h pour échanger avec nous, avec les intervenants. C'est toujours plus agréable qu'en replay. Excellente soirée à tous.